Alors peut-être quelques éléments. Effectivement, je vais prendre un peu en désordre. La responsabilité des banques, bien sûr, les banques ont une énorme responsabilité. Les banques ont en fait bénéficié d'un... Les banques auraient dû être beaucoup mieux régulées et supervisées pendant la période... Je n'ai jamais rien écrit d'autre. Je ne suis pas un défenseur, je le dis bien sûr. Les banques, comme toute l'économie, ont profité de taux d'intérêt trop bas qui ont été imposés par les banques centrales à partir de 2000-2001. Ça crée ce qu'on appelle une bulle de crédit, c'est-à-dire qu'à un moment, l'endettement devient trop important, il n'arrive pas à être remboursé, donc il y a ce qu'on appelle des effets d'aubaine, des effets d'optimisme, et donc on aurait dû, avec beaucoup plus de clairvoyance et de discernement, demander aux banques de mieux gérer leurs risques. Et la Belgique a un problème structurel dans ce domaine. Ça fait particulier, peu de gens sont au courant. C'est que nous sommes un pays caractérisé par un taux d'épargne extrêmement important. Et donc les particuliers, en moyenne, épargnent 20 à 30% de plus que ce qu'ils empruntent aux banques. S'ajoute à ça le fait qu'on a une balance des paiements qui est positive, et donc, naturellement, les banques récoltent une épargne très très importante. Comme cette épargne ne trouve pas de fonction ou utilisation dans le pays parce que la demande d'emprunt n'est pas du même niveau, beaucoup de banques belges, et c'est à dire 10 ans, ont fait l'erreur d'aller chercher la croissance à l'étranger, dans des prêts à l'étranger. Elles ont été frappées en 98 par la crise asiatique ou en 2008 par la crise des subprimes. Et donc il y a eu un problème de discernement et de gestion bancaire. Et les premiers qui ont été punis, ce sont les gens qui avaient donné les banquiers, c'est-à-dire les actionnaires, parce que la valeur des actions est tombée à zéro, et dans une banque, les actionnaires servent, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, à amortir les premières pertes pour que les déposants, les créanciers, ne soient pas impactés. Et donc, qu'il y a un rôle de régulation, ça c'est absolument incontestable, les banquiers eux-mêmes le reconnaissent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un banquier, sinon, je veux dire, une sorte d'agent auxiliaire de la création monétaire. Donc, c'est clair. Deuxièmement, deuxième question à propos du problème de la recette et de la dépense, on se pose, bien sûr, parce que moi, je n'ai pas lu le livre de M. Toussaint, de toute façon, j'aurais du mal à me procurer, qui vient de sortir. Mais quand il dit, M. Toussaint dit, la dette, et d'ailleurs, il me le présente précédemment, la dette a commencé à prendre des proportions considérables au cours de la période, alors là on est surpris, 1980-2000. Donc effectivement, M. Toussaint confirme que la dette publique n'est pas liée essentiellement à la crise qu'on vient de traverser. Quand les gouvernements au pouvoir en Europe ont réduit les impôts payés par la partie la plus riche des ménages et par les grandes entreprises, c'est là que M. Toussaint, à mon sens, se trompe à tout le moins à l'opinion différente de la mienne, c'est que le taux d'imposition des particuliers dans les années 80 a augmenté de manière stratosphérique. Les indépendants étaient taxés à 80%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi, on a essayé de recapturer par l'impôt les transferts sociaux qui avaient été mis en œuvre, on n'y est pas arrivé. Et effectivement, M. Toussaint a dit qu'il faut augmenter les recettes. Moi, je crois, et ça peut être effectivement teinté d'idéologie, qu'il faut diminuer les dépenses. Parce qu'on n'arrivera pas dans une économie de marché mondialisée à tenir le niveau de dépenses publiques qu'on a emmagasiné, parce que la dette n'est plus là pour pouvoir le financer. Donc la preuve en est qu'aujourd'hui, les gouvernements, je parle donc de 2012, s'attachent à diminuer les dépenses publiques parce qu'elles sont devenues insoutenables. Un exemple de ces dépenses insoutenables, ce sont les pensions. Les pensions représentent en valeur actualisée une demi-année de PNB. Eh bien, une demi-année de PNB, ça veut dire qu'on devrait travailler 6 mois gratuitement uniquement pour des pensions. Ça veut dire que ce sont des monticules de dettes qu'on n'arrive pas à rembourser. Alors, l'histoire de la Banque nationale, de la Banque centrale qui prête à 1%, c'est assez simple. La Banque centrale prête à 1%. On pourrait imaginer un système singulièrement où la Banque centrale prête directement aux États. On ne peut pas imaginer un autre système. Le problème, c'est qu'alors, on va immanquablement vers une nationalisation générale du système bancaire. Et moi, ma conviction intime, je travaille longtemps dans une banque, mais indépendamment de ça, j'en ai cette conviction profonde, c'est qu'on doit avoir un actionnaire privé dans une banque pour absorber les chocs, c'est-à-dire les déperditions de valeur entre les actifs, les prêts qu'on donne à l'économie et ceux qui mettent leur argent dans les banques. Parce que sinon, ce sont les déposants directement, ceux qui ont des comptes d'épargne, qui sont impactés. Et c'est pour ça que la Banque centrale européenne a décidé de reconstituer la rentabilité des banques en leur permettant d'emprunter à un coût réduit. Qui va payer cet endettement à un coût très réduit? C'est très simple. Ce sera par un phénomène d'inflation parce qu'on a augmenté la masse monétaire qui, immanquablement, à un moment, fera que l'argent
vaut un peu moins, pardon, c'est-à-dire qu'on va tous un peu le payer. Mais dans tous les cas, on le reste payé. Et si la Banque Centrale Européenne maintenant n'aidait pas les banques tomberaient et devraient de toute façon, à niveau national, être nationalisées, comme c'était le cas pour Dexia. Donc, entre deux niveaux, c'est-à-dire une mutualisation du système au niveau européen, ou bien des faillites domestiques, à mon avis, il vaut mieux une mutualisation du système. Et dernier point, pour la Grèce, quelqu'un posait la question sur la Grèce. Vous savez, évidemment, la Grèce n'aurait pas dû rentrer dans l'euro, mais il fallait peut-être demander aux Grecs pourquoi ils ont voulu rentrer dans l'euro. Pourquoi ils ont tellement rentré. On n'aura pas demandé. Comment? On n'aura pas demandé. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. De toute façon, rassurez-vous. Il y a un référendum. Rassurez-vous. Je vais vous rassurer, il ne rassure pas que la Grèce, il y aura peut-être d'autres pays. On peut dire qu'on a imposé le roi à la Grèce. Ça, c'est un postulat qui est quand même un peu osé. Il y a peut-être d'autres pays demain qui vont avoir le même problème, et on verra bien ce qui va arriver. Vous verrez ce jour-là que seule la création monétaire sera la solution, vous le verrez. Il y a de philanthropie. Vous avez une autre solution. L'Islande a résolu brillamment ce problème. L'Islande. Alors je voudrais répondre aussi à la question sur comment réduire, enfin, comment les dettes ont-elles augmenté du côté plutôt des recettes, c'est-à-dire l'insuffisance des recettes, ou plutôt du côté des dépenses, et comment le réduire. Je pense que c'est des deux côtés. Donc ce que j'ai dit, c'est que dans les 20 dernières années, et les 10 dernières années, c'était très fort ici en Belgique, on a pris une série de mesures dans lesquelles, notamment auxquelles Bruno Coleman a participé, il le revendique, il a parlé et dit avec fierté des intérêts notionnels, et donc nous avons une discussion là-dessus. Il y a des recettes qui pouvaient être réalisées, il y a des accords entre nous là-dessus, mais moi j'affirme qu'il y avait des recettes qui pouvaient être réalisées et qui pouvaient dès lors réduire le recours à l'endettement, donc réduire la dette publique. Parce que, évidemment, un budget, c'est une fois qu'on a des recettes et on a des dépenses, pour couvrir les dépenses, s'il y a un solde, s'il n'y a pas un équilibre, on recourt à l'emprunt. D'accord? Si vous augmentez vos recettes, le gap entre vos dépenses et vos recettes diminue, donc votre nécessité de recourir à l'emprunt diminue et vous pouvez commencer à vous désendetter. Donc je reproche aux gouvernements successifs d'avoir diminué les recettes potentielles. Là, il y aura un point d'accord peut-être avec Bruno Coleman. Je n'ai pas dit que, en chiffre absolu, les recettes provenant de l'impôt sur les sociétés en chiffre absolu ont baissé. J'ai dit, on s'est refusé à prélever mieux, de manière plus importante, sur le bénéfice des grandes sociétés. Et je ne suis pas pour prélever sur les petits, sur le libraire qui sert dans les campagnes électorales, etc. Je parle bien des grandes sociétés, avec des montants, des volumes très importants. Okay? Mais je suis aussi pour réduire les dépenses, donc je suis pour poser sur les deux. Il y a des dépenses inutiles et qu'il faut réduire, mais ce ne sera pas les mêmes. Pour moi, ce ne sera pas les pensions, ce ne sera pas dans l'éducation et dans la santé, ce ne sera pas en ne renouvelant pas du personnel, ce sera dans d'autres domaines. Hein. Et bon, notamment les dépenses militaires, mais aussi une série d'autres dépenses. Et dans les autres dépenses, la dette. Parce que pour moi, il y a une partie de la dette qui est illégitime. Elle peut être légale. Elle peut avoir été émise par un gouvernement légal avec des émissions de titres qui sont légales, mais illégitimes à l'analyse du point de vue de qu'est-ce que c'est le principe d'équité, qu'est-ce que c'est le principe d'égalité, qu'est-ce que c'est les droits dans une société, qu'est-ce que c'est les devoirs d'un État, qu'est-ce que c'est la justice sociale. D'accord? Et donc pour moi, il y a une réduction radicale de la partie, enfin, de la dette publique en éliminant la dette illégitime. Donc ça c'est recettes et dépenses, d'accord? Je voudrais répondre maintenant à la question à qui s'adressent les propositions. Je ne les adresse pas à Didier Reynders, je ne les adresse pas à Guy Verhofstadt qui est au Parlement européen et
et aux différents gouvernements, aux différents partis qui sont dans ce gouvernement. En termes de je leur adresse, ils vont découvrir que c'est cohérent et ils vont l'appliquer. Ben non, ils ne vont pas l'appliquer. Je pense que c'est important de discuter avec eux, de débattre, mais à qui s'adressent les propositions? À l'ensemble de la population, aux citoyens, qui doivent réfléchir. Et pour moi, des débats contradictoires, s'ils se dépassent s'ils se déroulent dans le respect mutuel, sont tout à fait utiles d'avoir des débats entre des positions qui peuvent être tout à fait contradictoires, mais qui permettent aux citoyens de se forger une opinion et de se dire ces propositions-là sont intéressantes ou bien elles sont complètement nulles et l'opinion de M. Coleman est excellente. Bon, tant mieux, mais ce débat sert à ça. Et à l'issue de ce débat, évidemment, c'est ensuite l'action des citoyens. Ceux qui pensent qu'il y a un autre type de politique par rapport à celui qui était mené depuis 15 ans, ben, qu'ils commencent à agir et que nous agissions ensemble pour essayer de les mettre en pratique. Alors la toute dernière chose, M. Coleman disait les actionnaires se sont appauvris, les petits porteurs se sont appauvris. Et bien sûr la valeur en bourse de la capitalisation boursière. Mais je suppose que vous avez entendu que je parlais du patrimoine global. D'accord? Du patrimoine global. Alors je voudrais qu'on m'explique comment, selon toutes les statistiques, les milliardaires et les millionnaires, après un petit passage à vide en 2008-2009, sont plus riches en 2010 et 2011 qu'en 2007-2006. Comment vous pouvez m'expliquer que les grands actionnaires se sont appauvris et que les milliardaires et les millionnaires, eux, se sont enrichis? Vous pensez que c'est vraiment deux catégories totalement différentes, les grands actionnaires des grandes sociétés et les millionnaires et les milliardaires? Vous pensez ça? Donc comment expliquer qu'on puisse affirmer que les grands actionnaires se sont appauvris, ils ont payé le prix de la crise et que leur revenu, leur patrimoine est augmenté? Il y a un mystère là qui mérite une explication. Je vais peut-être intervenir positivement sur deux points que tout ça. Le premier, c'est qu'il y a un constat que je partage avec vous, c'est que pendant la période de croissance de 1999 à 2008, on a fait une erreur, et vous l'avez cité, j'étais directeur de cabinet d'Iggy Rendez, donc j'en prendrai ma part de responsabilité, qui apparaît aujourd'hui évidente, c'est qu'on n'a pas suffisamment réduit l'endettement pédagogique. C'est-à-dire qu'on a mis en œuvre des réformes de baisse d'impôts, beaucoup plus à l'impôt des personnes physiques qu'aux sociétés d'ailleurs, et qu'au lieu d'en profiter pour diminuer le coût du travail, c'est-à-dire les charges sociales pour les entreprises, on a en fait créé un effet d'aubaine pour la population. C'est-à-dire qu'on a réduit l'impôt, mais sans avoir une contrepartie. Et c'est une erreur. En fait, on aurait dû utiliser ça pour désendetter l'État ou réduire. Et c'est un constat qui est aujourd'hui partagé par tout le monde. Tous les partis politiques on va dire certains partis politiques plutôt. Et que donc, là, il y a une erreur de jugement. L'autre chose qui est, mais ça rejoint ce que mademoiselle disait tout à l'heure, quand on voit les coupes de Gini, c'est-à-dire la répartition des richesses, des revenus selon les déciles de la population, donc c'est une façon de mesurer en fait le caractère égalitaire ou inégalitaire des sociétés, on voit très clairement qu'il y a une dégradation, c'est évident. On voit qu'il y a une dégradation. Et donc, qu'il y ait un problème de justice sociale est absolument incontestable. Moi, je ne l'ai jamais contesté. On n'est pas peut-être d'accord sur la façon de le résoudre, mais j'ai dit en préambule de mon exposé que la seule chose qui fondamentalement m'inquiétait, c'était le choc social qu'on avait traversé. Et ce qui me fait peur, même au-delà du choc social, je pense en particulier à la Grèce, ou des pays qui sont, je veux dire, aux traditions démocratiques un peu plus fragiles. Hein, parce qu'on a parlé d'Alliés en 73, mais il y a eu la révision des œillets en 74, il y a eu Papadopoulos en 67, donc il y a eu quand même différents événements, voire Terreiro en 80 en Espagne. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à un moment, le choc social donne naissance à des dérives politiques. Fondamentalement, c'est ce qui m'inquiète. Et donc, on partage, je crois, Bien, on va comprendre 5 questions.